Mes amis, ici Captain Hype, et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale de théorie sur Undertale qui n'était vraiment pas prévue, la vidéo numéro 5. Et oubliez que je l'ai appelée vidéo numéro 5 parce qu'en fait c'est l'épisode numéro 0. Alors voilà la situation. Hier pour moi, j'ai enregistré le vrai, entre guillemets, épisode numéro 5 sur Undertale. Celui que je vous ai promis dans la FAQ, celui sur Undyne. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas celui face auquel vous vous trouvez actuellement? Parce que juste après, j'ai décidé de lire vos commentaires et je me suis rendu compte que beaucoup de gens, moi le premier, et quasiment la totalité des fans d'Undertale, font des confusions sur le fonctionnement des âmes dans l'univers du jeu. Le souci c'est que j'ai vraiment besoin que vous en compreniez le fonctionnement pour que vous ne fassiez pas de confusion pour le prochain épisode. Et pour l'épisode 2 aussi. Parce que beaucoup ne l'ont pas du tout compris pour le coup. Et croyez-moi, ce que je propose dans cet épisode-là, l'épisode 2, m'emmerde. Parce que c'est super compliqué, mais d'un autre côté, c'est la meilleure solution. Bon. Donc, placer cet épisode comme premier me semble être la meilleure solution. Parce que c'est ce qu'il faut savoir pour commencer à regarder mes vidéos. Enfin bon, voilà pourquoi je vous propose ce qui n'est pas vraiment une théorie, mais plutôt un regroupement de plein de théories différentes, même certaines qui ne concerneront pas les âmes, vous allez voir, et que je dis des choses vraies, aussi, qui sont pas des théories du tout, pour le coup, mais cette vidéo peut être considérée comme rentrant dans mes théories en général, donc voilà, c'est pour ça qu'elle est là. Car elle montre que la vision générale des âmes est fausse. C'est vraiment une question d'interprétation, du coup. Cette vidéo est un guide à respecter quand vous parlez des âmes dans Undertale, et puis ça m'évitera de corriger les gens qui font des erreurs 1000 fois. J'aurais juste à les renvoyer ici. Les 10 règles des âmes. Et on se retrouve la prochaine fois pour Undyne, ça va être sympa. En attendant, c'est parti pour cette vidéo. Première règle, il existe deux types d'âmes, les âmes d'humains et les âmes de monstres. Bon, ça c'est la règle de base, c'est très générique, très généralement accepté. Les deux types d'âmes de monstres sont les normales, entre guillemets, et celles des boss monsters. Les premières sont totalement liées au corps du monstre, les secondes le sont aussi, mais elles sont capables de persister quelques secondes en dehors de leur corps, ce qui n'est pas autant qu'un humain qui n'a rien à faire d'être dans un corps ou pas, mais c'est bien plus qu'un monstre classique. Les 7 types d'âmes humaines décrivent la particularité de l'humain en question et ont certains pouvoirs, on en reparle plus loin. J'ai pas grand chose à faire pour prouver cette règle en général, tout est très bien décrit dans le jeu, je précise juste que la différence entre l'âme d'un monstre et celle d'un humain n'est pas son sens. Pas qu'il y en ait une à l'endroit et une à l'envers. Les âmes jaunes d'humains sont à l'envers, comme celles des monstres. La différence est vraiment dans la couleur, parce que... Règle 2. Toutes les âmes possèdent plus ou moins de détermination. Rassemblée, cette détermination peut reformer une âme. Ok, ça c'est déjà bien moins accepté. Donc, d'après moi, si les âmes de monstres sont différentes de celles des humains, c'est parce qu'elles sont blanches, parce qu'elles ont beaucoup moins de détermination. Et c'est beaucoup moins accepté alors que c'est à la base de pas mal d'événements du jeu. Alors, qu'est-ce qui est discuté dans cette règle par la plupart des gens? Tout, sauf pour les âmes rouges de détermination. Donc prouvons cette loi point par point. Toutes les âmes humaines possèdent de la détermination d'abord, parce que, si elles n'en possédaient pas, Alphys n'aurait jamais pu faire ses expériences dans le True Lab. Alphys avait besoin de détermination et l'a extraite des âmes qu'Asgore avait obtenues jusque-là, dont aucune n'est de type détermination / rouge, puisque celle de Kara a été perdue, et que Frisk n'est pas encore arrivé. Certains vont alors me demander comment ces humains sont morts à ce moment-là. Gardons ça quelques instants de plus encore une fois. Toutes les âmes de monstres possèdent de la détermination maintenant. Il est dit sur le second panneau expliquant la guerre humain-monstre dans Waterfalls qu'il faudrait l'âme de quasiment tous les monstres pour égaler la puissance d'une âme humaine. La puissance étant en fait la détermination. Ce qui veut dire que les monstres possèdent bel et bien un tout petit peu de détermination. C'est prouvé dans la fin vrai pacifiste, True Pacifist. Où Flowey récupère 6 âmes humaines et toutes les âmes de monstres, ce qui lui fait l'équivalent de 7 âmes humaines, lui permet de redevenir Asriel et de détruire la barrière.
Pour ce qui est de reformer une âme, ça va avec la règle suivante. Règle numéro 3, la détermination est l'essence de toute chose. Alors, c'est pas très clair, donc je vais l'expliquer un peu mieux. Cela signifie que la détermination de quelqu'un contient l'esprit de la personne. C'est prouvé dans la fin neutre où, bien qu'ils soient censés être morts, les humains, ou plutôt leurs âmes, donc leur détermination, se révoltent contre Omega Flawee, donc leur âme contient toujours leur esprit. C'est également prouvé par la présence de Flawee en elle-même. Il est Azriel, parce que la poussière d'Azriel et de son âme, puisque c'est un boss monster, donc son âme aussi, fusionnée avec un humain qui plus est, s'est répandue sur le sol où a poussé la fleur. Donc que sa détermination est arrivée sur la fleur. Et ce n'est pas le cas que d'Azriel. D'après le livre de gauche dans la bibliothèque, la bibliothèque de Snowdin, celui qui parle des funérailles de monstres, il dit que la tradition est de répandre les cendres d'un défunt sur son truc préféré pour qu'il vive dans ce truc. Ça peut sembler spirituel, mais sachant que les monstres possèdent un tout petit peu de détermination, c'est totalement possible. Et puis, de toute façon, Flawee dit directement que l'âme est l'endroit le plus important d'une personne dès son premier dialogue. Donc, reformer une âme à partir de la détermination de quelqu'un semble possible et ça reformerait exactement la personne. D'où ma théorie dans le 2e épisode. Règle numéro 4. La détermination permet de manipuler le temps. Tout particulièrement, d'annuler la mort si l'individu est assez puissant et déterminé pour survivre. Comme dit par Alphys dans l'entrée numéro 5 de son True Lab, la détermination est la chose qui permet aux humains d'outrepasser la mort. Comme sous-entendu en génocide, Flawee pouvait le faire aussi. Donc la quantité de détermination nécessaire n'est pas forcément énormissime, mais plus haute que celle d'un simple monstre. Cependant, depuis l'arrivée de Frisk, Flawee ne peut plus le faire, tout particulièrement quand l'humain est proche de la fleur, ce qui signifie que la détermination d'une personne brouille celle des autres personnes en possédant moins dans un certain rayon. C'est pour cela, je pense, que les humains à la surface doivent être capables de mourir de vieillesse par exemple. Ils annulent leur détermination les uns avec les autres. Donc en soi, ce serait très intéressant qu'ils vivent tous en ermite. Pour finir, comme montré par Kara lors de son sacrifice par l'empoisonnement, pour ne pas revenir à la vie, il faut simplement ne pas le vouloir. Pour ceux qui se demandent comment les humains, autres que Frisk et Kara, sont morts, s'ils pouvaient revenir à la vie. Il y a donc deux solutions. Soit ils n'avaient plus envie de vivre, par exemple parce qu'ils ont rencontré quelqu'un de trop puissant pour eux, qu'ils n'avaient pas envie de tuer, ou qu'ils n'arrivaient pas à le tuer, ou bien ils ont rencontré quelqu'un qui avait plus de détermination qu'eux. C'est le sujet de mon prochain épisode, no spoil. Règle numéro 5, la fusion d'âmes n'est possible que si les deux types d'âmes, humains et monstres, font partie de l'addition. Dans tous les cas, un vaisseau de détermination permet de porter les âmes sans les fusionner. Alors, comme dit maintes et maintes fois, dans Waterfalls par exemple, les humains auraient attaqué les monstres par peur qu'ils ne volent leurs âmes et ne deviennent surpuissants. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le contrôle du corps fusionné est ensuite partagé. C'est démontré par Azriel et Kara qui ont fusionné avant leur mort. Ainsi, deux âmes de monstres ne peuvent pas fusionner. De plus, ces âmes sont très difficiles à manipuler. C'est pourquoi ils sont enfermés sous terre et attendent l'arrivée des humains. Et deux âmes humaines ne peuvent pas fusionner, sinon ils seraient tous devenus des dieux, ce serait terrible. En revanche, si les deux sont en jeu, on peut fusionner autant d'âmes qu'on veut. Enfin, peut-être pas au-dessus de 7, on n'en sait rien. C'est peut-être possible, il n'y a rien qui l'empêche dans les règles du jeu en tout cas. Mais, un vaisseau de détermination peut porter n'importe quelle âme ou détermination sans aucun souci et sans les fusionner. Les vaisseaux de détermination sont cependant très rares et souvent pas purs à mon avis. Alphys avait essayé avec les Golden Flowers, mais il semblerait que sa seule réussite ait été Flawee. C'est donc ce que fait Flawee en neutre quand il absorbe 6 âmes humaines, alors que c'est impossible sans âmes de monstre, ou quand il absorbe toutes les âmes de monstres en plus, en pacifiste. C'est aussi pour cela que Frisk peut convaincre les âmes humaines ou les âmes de ses amis de se révolter contre Flawee ou Azriel en mode Flawee. Règle numéro 6, il faut une âme humaine et une âme de monstre au minimum pour traverser la barrière et l'équivalent de 7 âmes humaines pour la détruire. Bon, celle-là vous êtes censé le savoir sur le bout des doigts et vous imaginez pas comme cette toute petite phrase a été hyper dure à prononcer,
flippant. Mais j'ai quelques questions de temps à autre de gens qui n'ont pas trop suivi la fin du jeu. En effet, on nous dit tout le temps, pendant quasiment tout le jeu, qu'il suffit d'une âme humaine pour traverser la barrière. Mais Alphys révèle à la fin du jeu que c'est un mensonge et qu'il faut une âme de monstre en plus si on veut sortir de l'Underground. Pour rentrer, tout passe. Pour sortir, plus compliqué. Ce qui signifie que Frisk n'aurait pas dû pouvoir traverser la barrière en neutre, comme je le dis dans ma deuxième vidéo. L'âme d'Asgore ayant été détruite par Flawey, et ce dernier ne possédant pas d'âme, et les âmes humaines ayant disparu, alors que Frisk ne peut pas fusionner avec, de toute façon. Pour une solution, il faut donc aller voir ma deuxième vidéo sur Undertale. Une autre solution que je me refuse d'accepter, c'est que l'âme de Frisk est plus puissante que la normale. Mais d'après moi, dans un jeu bien construit comme Undertale, il aurait été précisé que c'est bel et bien possible à un endroit ou à un autre, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc je refuse cette explication, je suis désolé. Règle numéro 7, les âmes de monstres sont en lien direct avec leur corps, ce qui leur permet un bien meilleur contrôle de leur détermination, mais les y rend très sensibles. Les âmes de monstres existent en deux types, les normales, entre guillemets, et celles des boss monsters, on l'a dit. Quoi qu'il en soit, elles sont très liées au corps du monstre en question, sinon elles persisteraient indéfiniment en dehors de leur corps, comme celles des humains en fait. Cela signifie que les monstres ont un lien plus fort avec leur détermination, ce qui leur permet d'utiliser la magie, alors que les humains ont besoin d'outils, comme des armes, le bâton, le couteau, etc. Cela se retrouve dans leurs attaques qui prennent la couleur de leur âme, le blanc. Sauf dans le cas où le monstre qui attaque est très bien entraîné et a une telle maîtrise de la magie qu'il peut produire des attaques de détermination, orange ou bleu clair dans le jeu, mais on peut imaginer que les autres couleurs sont possibles. Avec encore plus de magie, il est possible que celle-ci prenne une forme presque physique, voire totalement physique dans le cas d'Omega Flawey. Mais cette quasi-fusion entre l'âme d'un monstre et son corps fait qu'ils sont faits de magie assez puissante pour être physiques eux aussi, et ont très peu de matière physique classique, comme celle des humains. J'espère que vous suivez parce que je manque totalement de vocabulaire si vous n'avez pas remarqué. Cela signifie qu'ils sont très peu tolérants à de plus grosses doses de détermination et qu'ils fondront s'ils subissent des injections de celle-ci. Expérience d'Alphys à l'appui. Règle numéro 8, il est possible qu'il existe d'autres types d'âmes. Notamment, il existe un troisième type d'âme de monstres, les âmes de squelettes. Alors, pour celles-là, qu'il puisse exister d'autres types d'âmes, ça je pense que vous l'acceptez. On n'a pas forcément vu tous les monstres qu'il y a dans l'Underground, ni tous les humains qu'il y a à la surface, ça certainement pas. Mais les squelettes sont un autre type de monstre. Ça passe pas trop pour la plupart d'entre vous, je le sens. Ma première vidéo Undertale explique quasiment tout, mais je vais vous le refaire pour compléter. Et puis le son est vraiment pas bon dans cette vidéo, donc si je pouvais vous expliquer cette partie de la théorie ici, ce serait cool quand même. Dans ma première théorie Undertale, je prouve que le liquide rouge qui s'échappe de Sense en génocide n'est ni du ketchup, ni du sang, mais de la détermination liquide, car c'est la seule chose qui serait en couleur dans l'interface de combat. J'ajouterai quelque chose à cela. Non seulement Sense ne fond pas, ce qui devrait être le cas avec autant de détermination, mais il ne semble pas avoir fusionné avec elle, ce qui devrait être le cas en principe, une faculté que l'on ne retrouve que chez les vaisseaux de détermination. Donc, les squelettes ont une particularité très spéciale, celle d'être des monstres, mais aussi des vaisseaux de détermination. J'ai ma théorie sur le pourquoi. Alors, il y a plusieurs solutions, bien évidemment. Je pense qu'initialement, les squelettes n'étaient pas des monstres. C'était tout simplement des squelettes, le reste d'humains. Notamment, on sait ça parce que dans sa chambre, Papyrus a un drapeau pirate, qu'il a trouvé dans la décharge, et donc les humains meurent bel et bien en devenant des squelettes. Il n'y aurait pas de signe de squelette sur les drapeaux pirates. Alors, ça semble évident. Qu'est-ce qu'on en conclut? C'est que, éventuellement, imaginez qu'un monstre, il y a un certain temps, peut-être Gaster. Rien de sûr là-dessus, peut-être Gaster. Imaginez que ce monstre ait eu comme objet préféré, ou truc préféré, les squelettes, pour des raisons obscures. Et que donc, à ses funérailles, on ait répandu ses cendres, sa poussière, sur un squelette. Et que,
pour des raisons qui pourraient être soit le fait que il y a une place entre guillemets pour une âme, et donc pour de la détermination, dans les squelettes qui est déjà prévu, ou bien que quelque chose ou quelqu'un l'a injecté de détermination après, le squelette se soit réveillé avec la personnalité de cette personne qui aimait les squelettes. Et donc c'est devenu le premier squelette. Donc voilà, ça c'est juste une petite explication qui irait avec. De toute façon, ce qu'on constate, c'est que les squelettes ont bel et bien une âme différente des autres monstres. Règle numéro 9, les types d'âmes humaines sont tous radicalement différents au niveau de leur capacité. Bon, c'est un peu un terme générique pour détailler les types d'âmes humaines que l'on connaît. Il en existe 7 donc, et leur signification est donnée par le jeu du golf à Snowdin, et le gameplay contre les boss du jeu. Le bleu clair est la patience. La patience se défend en ne bougeant pas et en attendant le moment opportun pour attaquer. L'orange est la bravoure. Il défend en bougeant en permanence et en attaquant autant que possible. Le bleu foncé est l'intégrité. Il défend en subissant un effet de gravité et attaque de façon déconcertante pour déconcentrer les ennemis. Le vert est la gentillesse. Il ne fait que se défendre et tenter de calmer l'adversaire, notamment en le soignant. Il attaque comme il le peut en cas de nécessité. Le violet est la persévérance, il défend en alternant entre 3 positions par économie d'énergie et par réflexion de ce qui est le mieux. Et il attaque de façon réfléchie à l'avance, il a un plan. Le jaune est la justice, il défend normalement mais attaque en tirant sur l'ennemi ou sur les objets qui l'entourent. Le rouge est la détermination dite pure. Il défend normalement et attaque normalement, mais est capable de changer de mode pour prendre brièvement un autre type d'âme. Cela peut être provoqué par la magie ou par la technologie qui l'entoure. De plus, il peut fuir, ce qui ne semble pas être le cas des autres, mais ça pourrait être dû au fait qu'on ne les voit représentés que lorsque l'âme rouge se transforme, donc bon, on n'en sait rien. Et pour la règle numéro 10, la montée des EXP et du LV n'augmente pas la détermination et n'affecte pas l'âme. Et en dernier, certainement la plus grosse erreur que l'on fait tout le temps, et moi le premier. Ni les execution points, ni les levels of violence n'augmentent la détermination d'une personne. C'est quelque chose que j'aurais dû évoquer dans ma 4ème vidéo, mais ça m'était totalement sorti de la tête, et c'était très dur à expliquer. Alors suivez-moi bien. D'après les combats faits dans le jeu et le message donné dans le couloir du jugement, qui pour des raisons obscures ne semble pas venir de Sense, puisqu'on ne l'entend pas parler et que c'est pas écrit en Comic Sans, mais bon, c'est une autre histoire que j'explique toujours pas. Ça semble pas être Kara non plus, vu que Sense répond à ce message ensuite, jamais trop compris. Les Execution Points sont un quantificateur de la souffrance que vous avez fait subir aux autres, et donc du nombre de gens que vous avez tués. Ce qui augmente votre Level of Violence, un quantificateur de votre capacité à tuer. Cela se traduit par une augmentation de vos points de vie et vos points d'attaque. Mais ces deux choses n'ont rien à voir avec votre âme. Quand elles augmentent, c'est que Frisk change physiquement. Rien à voir avec la détermination donc, et mentalement un petit peu, ce qui a un effet sur l'âme, puisque l'esprit de Frisk est dans son âme, mais qui ne change rien à la quantité de détermination encore une fois. Donc, la détermination d'un humain et d'un monstre est constante, sauf injection de détermination évidemment. C'est la forme qu'elle prend qui varie. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo d'explication du fonctionnement des âmes, et donc pour cet épisode 0. Certains points sont évidents, d'autres le sont moins, mais il est important de tous les garder en tête lorsqu'on fait des théories sur le jeu ou qu'on essaie simplement de comprendre son histoire. En conséquence, à chaque fois que je vais en conflit avec une de ces règles dans mes précédentes vidéos, ça arrive, je parle des épisodes 1 et 2 et peut-être le 3, j'ai pas souvenir qu'il y ait des trucs dans le 3, mais peut-être le 3, considérez que j'ai tort, ou essayez de corriger mon argument. Voilà, un petit peu comme quand je dis que Kara est mauvais dans les épisodes 1, 2 et 3. Étant donné que vous savez ce que je dis dans le 4, enfin, si vous savez ce que je dis dans le 4, oubliez tout ce que j'ai dit jusque-là. Voilà. Ce sera tout pour cette fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et à me suivre sur Twitter, lien dans la description. On se retrouve la prochaine fois pour la vidéo tant attendue sur Undyne, où je me répète un peu avec celle-ci en fait, du coup, c'est parce que je l'ai enregistré avant, pas trop de trucs qui se répètent non plus, hein. Je dis des choses très intéressantes dans la prochaine vidéo et c'est une vidéo que j'aime beaucoup pour l'instant. Voilà. Sur ce, Captain Hype,
out.